Cano. Donc pour cette conférence de presse, on va vous parler d'un objet connecté dans le domaine des pathologies respiratoires. Donc c'est un objet qui s'appelle ConnectIn et donc qui est porté par la start-up Capcode. Capcode, la start-up qui est hébergée ici. Donc ici vous êtes au Village Baïséa, qui est un incubateur de start-up. Et donc on va vous parler de pathologies respiratoires, d'asthme, de données et finalement qu'est-ce que peuvent apporter donc cette déferlante numérique qu'on connaît dans le monde de la santé qui est absolument gigantesque. Donc on a tout dit sur cette déferlante. Maintenant les vraies questions c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces données, quelles sont leurs réelles utilités, parce que pour l'instant c'est vrai que les objets connectés on s'est beaucoup adressé aux forcenés du jogging et des semi-marathons en monitorant l'activité. Maintenant, pour la santé publique, est-ce que toutes ces données vont, au final, améliorer l'état de santé des patients? Et c'est un peu sous cet angle-là qu'on voudrait présenter les choses aujourd'hui. Alors, on a un programme qui est assez dense, avec des intervenants que je remercie de s'être rendus disponibles pour parler de ça. Donc, je commencerai par vous faire un peu l'historique de cet objet, pourquoi on a développé donc, ce boîtier qui va se connecter à un aérosol doseur, et donc on verra quel intérêt ça a pour le patient et pour la communauté médicale. Et puis après, donc, on aura le professeur Nicolas Roche, qui nous parlera du suivi des données et de l'apport pour les patients. Madame Christine Roland, merci de vous être rendue disponible, donc directrice d'asthme et allergie, qui vous parlera, elle, du point de vue du patient, voilà, parce qu'on parle beaucoup avec l'irruption de cette déferlante numérique des patients acteurs, parce que finalement ça aide le patient on appelle ça l'empowerment du patient, c'est un terme un peu pompeux, mais finalement est-ce que ça aide le patient à gérer sa pathologie chronique? Ensuite, on enchaînera avec Bruno Housset, professeur de pneumologie. Ces données-là, est-ce que ça aide à la prise en charge du patient? Et puis, on aura la présentation de l'objet. Donc, ce sera Adel Mebarki, donc directeur général adjoint de Capcode, qui vous présentera exactement cet objet et l'application téléphonique sur smartphone qui va avec. Et puis je conclurai cette présentation et après on répondra à un maximum de vos questions sur une session de questions-réponses. Alors je vais m'auto-passer la parole, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc ConnectIn au carrefour de l'épidémiologie et des objets connectés. Alors peut-être quelques mots sur Capcode pour commencer. Donc Capcode est une start-up dévolue à la e-santé, à la santé numérique, qui est issue donc d'une société qui s'appelle Capasanté, que je dirige avec Nathalie Texier, qui est ici. Et Capasanté est une société spécialisée en épidémiologie. Donc on travaille depuis une quinzaine d'années maintenant dans le champ de l'épidémiologie. Et au fur et à mesure des études qu'on a pu faire, on a développé un certain nombre de produits numériques. Alors, on a un premier produit qui s'appelait Detect, qui correspond à l'analyse des réseaux sociaux en termes de signaux sanitaires. C'est qu'est-ce qu'on trouve comme signaux sanitaires dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Et puis on a développé deux produits dans les pathologies respiratoires. Donc un premier produit qui est cet inhalateur connecté. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le lancement de ce produit. Alors les pathologies respiratoires, je ne vais pas faire du chiffre dropping, on y reviendra tout à l'heure avec nos intervenants, mais ça correspond à beaucoup de personnes. On estime à 350 millions de patients, le nombre de patients asthmatiques dans le monde. En France, ce serait 4 millions, vous confirmerez, sachant que c'est plus ou moins sous-diagnostiqué quand même comme maladie. C'est encore une maladie où il y a une mortalité qui est importante. C'est de 1000 à 2000 décès en fonction des définitions vraiment qu'on prend. Donc c'est encore une maladie mortelle quand on n'est pas bien équilibré. Et puis la prévalence ne cesse d'augmenter. La prévalence, c'est le nombre total de patients atteints par la maladie.
Alors pourquoi on s'est intéressé à un inhalateur connecté? Donc, du fait de notre expérience dans l'épidémiologie des pathologies respiratoires et de l'asthme, on s'est aperçu que dans l'asthme, il n'existait pas finalement de mesures très objectives de la crise d'asthme et qu'on manquait d'informations contextuelles. Vous savez, il y a toute cette vague de Quantify Self, hein, où les gens s'auto-mesurent, et Nicolas pourra le confirmer, Nicolas Costalvinet, dans tous les sens. Reste à savoir si on ne déclenche pas aussi des pathologies par l'automesure, hein, c'est la normopathie, parce que je suis dans la norme de mes mesures. Mais en tout cas, dans l'asthme, on n'avait pas de solution comme ça, et on avait un problème d'observance. Hein. C'est que les patients ne prennent pas les traitements. Ça a été mesuré dans plein d'études. Et dans l'asthme, c'est particulièrement vrai, puisqu'on estime qu'environ 13% seulement des patients sont observants, donc vraiment prennent leur traitement de fond comme ils devraient le prendre. Donc, premier constat, à l'origine de ce boîtier, voilà, absence de mesures objectives, et est-ce que le numérique pouvait apporter d'autres choses? La deuxième origine, c'est Jon Snow. Alors, ça n'a rien à voir avec le gardien du mur de Game of Thrones, c'est pas du tout le même. Là, on parle de Jon Snow, l'épidémiologiste anglais, qui est venu à bout de l'épidémie de choléra à Londres. On reparlera de Londres tout à l'heure avec Bruno. En fait, il a projeté sur une carte des cas de choléra, c'est des petits points, et puis il a vu que la pompe à eau dans Broad Street, qui existe encore, prenait son eau juste dans la Tamise, là où on déversait les égouts. Donc il a dit, ben, le choléra vient probablement de ça. Et pourquoi ça nous a inspiré pour Connectine aussi? Parce que c'est bien la projection sur une cartographie d'un événement sanitaire. Et avec Connectine, en fait, quand le patient fait une crise d'asthme, il va prendre une bouffée et on va enregistrer la position GPS de l'endroit où le patient a fait sa crise. Ce qui fait qu'on va pouvoir refaire la carte de Jon Snow, on va pouvoir la faire à un niveau urbain, et on pourra voir, dans nos rêves les plus fous, s'allumer les endroits où les gens font des crises d'asthme. Et cette donnée, elle a une énorme valeur en termes d'épidémiologie. C'est la base de l'épidémiologie, c'est de renseigner le lieu, le temps et l'endroit où on fait quelque chose. Donc, tout ça nous a amené à construire Connectine. Alors, on est parti d'un prototype. Quand je le revois, on est parti de loin, avec une première application téléphonique. Et là, je remercierai tout à l'heure nos prestataires qui nous ont fait une application beaucoup plus jolie et beaucoup plus intuitive que ça. Mais ce genre d'outil nous a permis aussi de remporter le concours d'innovation numérique, financé par la BPI. On l'a gagné en 2016, précisément sur cet inhalateur. Alors, on va commencer la ronde des intervenants, en commençant par Nicolas, donc, qui va nous parler un peu de l'asthme en général et des données qu'on peut suivre. Alors Nicolas, je te passe la parole sans micro. Non mais c'est pas grave. Je vais te passer le Connectine. Ouais, si tu veux, voilà. Si je parle dedans, je suis pas sûr que ça va faire quelque chose de très productif, mais bon. Écoute, merci Stéphane. Je vais faire une petite intro sur l'asthme, les problèmes, ce qui est un terme très vague, qu'on peut avoir, qu'on peut avoir avec la gestion de l'asthme et des patients asthmatiques actuellement, et aussi la gestion des médecins qui gèrent les patients. Pas toujours très simple non plus. Ce qu'on sait, quelques chiffres à nouveau. J'ai repris ce qui est disponible actuellement comme données épidémiologiques France les plus récentes. La prévalence, c'est à peu près 12% chez l'enfant et 6% chez l'adulte. Et si on met tout ça ensemble, on arrive à un total de patients qui est de plus de 4 millions. Avec, comme disait Stéphane, un problème encore actuellement de sous-diagnostic. Les décès, selon la façon dont on le mesure, effectivement, c'est de l'ordre de 1000, on va dire, selon qu'on prend que les causes primaires de décès ou tout compris. Peu importe. Le problème principal, c'est que je pense qu'on peut dire qu'il ne devrait pas y avoir de décès par asthme. Il peut y avoir des exceptions d'asthme ultra sévères, mais c'est quand même très rare.
Donc on ne devrait plus mourir d'asthme actuellement, et malgré ce constat qu'on ne devrait plus mourir d'asthme, la mortalité ne diminue pas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème auquel on fait face, qu'on n'est pour l'instant pas capable de résoudre de manière satisfaisante. Si on regarde pas seulement les morts, mais la façon dont les asthmatiques sont contrôlés, ou dont l'asthme est contrôlé chez les patients asthmatiques, finalement, on s'aperçoit que dans 61% des cas, le contrôle de l'asthme n'est pas optimal. Pas optimal, alors soit il est carrément absent, c'est-à-dire qu'on a un non-contrôle, les patients sont symptomatiques tout le temps, pour résumer ça simplement. Ça, c'est 15% des cas, heureusement une minorité. Soit le contrôle est partiel, c'est-à-dire que les patients sont assez souvent symptomatiques, pas tout le temps, mais assez souvent symptomatiques, et ça, c'est 46% des cas, donc presque la moitié des patients, et si on fait le total des deux, c'est nettement plus de la moitié des patients qui n'ont pas le contrôle optimal qu'on pourrait pourtant espérer avec les traitements dont on dispose à l'heure actuelle. Et finalement, le constat, c'est ce grand décalage qu'on a entre ce qu'on peut espérer quand on regarde les données des essais thérapeutiques. On s'aperçoit que les traitements dont on dispose actuellement marchent bien. Et ce qu'on observe dans la réalité, c'est que les patients qui prennent ces traitements, qui sont censés les prendre, finalement, ne bénéficient pas du traitement autant qu'on peut l'espérer. Si on regarde ça un peu en chiffres, je vous ai mis ici, c'est des données ultra classiques maintenant, je vous ai mis ici à gauche résultat d'un essai clinique, un choix parmi d'autres, mais ils vont tous dans la même direction, et à droite, ce qu'on observe dans la vraie vie. Ce qu'il faut regarder, c'est pas très joli en français, c'est la colonne des WC. Colonne des WC, ça veut dire les patients bien contrôlés, well controlled. Colonne orange, c'est la colonne des patients totalement contrôlés. Totalement contrôlés, dans cette étude, c'est 0 symptôme. C'est-à-dire que la seule manifestation de l'asthme chez ces patients, c'est le traitement qu'ils prennent. C'est le fait d'avoir à prendre le traitement. En dehors de ça, ils sont absolument parfaitement contrôlés. Donc, contrôle total, selon le groupe de traitement, c'est des groupes qui ont été définis en fonction d'un marqueur de sévérité qui est la quantité de traitement dont ils ont besoin. Donc si on prend des patients qui ont un asthme léger, modéré, qui sont finalement la très grande majorité des asthmatiques, ce que je veux dire par là, c'est que les asthmes vraiment sévères sont une petite minorité, moins de 10%. Donc si on prend ces patients-là qui ont un asthme léger, modéré, on peut avoir un contrôle total dans la moitié des cas, grossièrement, et un contrôle au moins partiel, voire total, dans, selon la classe, 60 à 80% des cas. Donc si on résume ça en un chiffre, on peut se dire que les 2/3 des patients, au moins, peuvent être contrôlés de manière tout à fait acceptable par les traitements dont on dispose à l'heure actuelle. Peu importe le traitement qui a été testé là, finalement, c'est pas... Le message important, c'est on peut les contrôler. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que si on peut, on doit les contrôler. Alors, après, qu'est-ce qu'on observe dans la vraie vie? Et c'est là qu'on est quand même très frustré, puisque dans la vraie vie, finalement, la figure est complètement inversée. Ce que vous voyez ici, c'est la proportion de patients non contrôlés versus contrôlés. Et ce que vous voyez, ça a été fait ici entre 2006 et 2010, donc sur une période finalement qui couvrait 5 ans, 5 années, c'est pas très long, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a finalement plus de la moitié des patients qui ne sont pas contrôlés, et que finalement, au cours du temps, on est toujours dans une situation où la proportion de patients non contrôlés est plus importante que la proportion de patients contrôlés. Et donc, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a dans cet essai thérapeutique. Alors, on peut dire, oui, un essai thérapeutique, les patients sont sélectionnés, ce pas les mêmes patients. Bien sûr, on est bien d'accord là-dessus, justement. Ces patients-là, ils ont des caractéristiques différentes de ceux-là. Et une des caractéristiques des patients des essais thérapeutiques, c'est qu'ils prennent leur traitement. 80% à peu près d'observance dans ce type d'essai thérapeutique. Alors que là, on va y revenir, l'observance n'est pas du tout de cet ordre de grandeur-là. Donc on est toujours, et finalement on voit que sur une période certes pas très longue, mais on voit que ça ne bouge pas. On est toujours avec plus de patients non contrôlés que de patients contrôlés. Donc, on est embêté. Alors, on disait qu'une des raisons, ça peut être que finalement les patients ne prennent pas le traitement comme on le prescrit quand on est dans la vraie vie. Ici, on a des données de l'assurance maladie qui sont sur la période à peu près 2005 et les quelques années qui précèdent, qui ont regardé quelle était la quantité de traitement qui était prise par les médecins, par les patients, pardon, dans les pharmacies. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont chercher. Attention, ce qu'ils vont chercher, ce n'est pas forcément ce qu'ils prennent, mais au moins ils vont le chercher.
Et globalement, on s'aperçoit qu'on a moins de 50% d'observance, quel que soit le type de traitement qu'on considère. Donc ici, on avait le singulaire qui est un traitement donc en comprimé par voie orale, qui effectivement a une plutôt meilleure observance que le traitement par corticoïde par voie inhalée. Le problème étant, c'est que ce n'est pas forcément non plus le traitement le plus efficace. L'observance de la corticothérapie inhalée, c'est de l'ordre de 25-30%. Donc c'est quand même vraiment pas beaucoup. Chez des patients qui devraient être traités par définition en continu. Donc sur une année qui était la durée d'observation, ils devraient être traités tout le temps. Ben, en fait, ils ne sont traités que 25% du temps. Et si on regarde, en fait, la persistance, ça correspond au nombre de patients qui, au bout d'un an, prennent toujours le traitement tel qu'il a été prescrit au démarrage. Ben, un quart, c'est vraiment pas beaucoup. Et 30% avec un traitement inhalé aussi par association, on est dans le même ordre de grandeur. Donc disons, dans cette étude, mais qui est plutôt optimiste en fait, on va le voir, de l'ordre de 25-30% d'observance. L'observance, c'est pas seulement la prise du traitement. Ça, c'est un point qui est très important, c'est un comportement, et très souvent, c'est un comportement général. Les gens qui ne prennent pas le traitement qu'on leur prescrit sont aussi souvent ceux qui ne vont pas voir le médecin au moment où ils devraient. Par exemple, quand on leur programme une consultation de suivi, ceux qui ne se présentent pas. Une étude qui a été faite au Royaume-Uni, on n'a pas l'équivalent en France, mais il n'y a pas tellement de raisons de penser que c'est différent, même si le système de santé n'est pas le même. On a 2/3 des patients qui ne se rendent pas aux visites de suivi programmées. Donc on voit bien que c'est un comportement. Et forcément, ceux qui ne viennent pas aux visites, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour les motiver, puisqu'ils ne sont pas là à prendre leur traitement. Une autre étude, en restant en Europe, cette fois-ci en Allemagne, ce que vous voyez ici, c'est là encore le taux de persistance, c'est-à-dire la quantité de patients au bout d'un an qui prennent toujours le traitement tel qu'il a été initié au démarrage. Et vous voyez, alors il y a différents traitements, tous par voie inhalée, finalement ça ne change rien, quel que soit le traitement, donc quelle que soit son efficacité ou l'effet perçu, c'est la même chose. On a un pourcentage de patients qui prennent toujours le traitement au bout d'un an, qui est entre 5 et 10% selon la classe thérapeutique. Donc on voit finalement des chiffres qui s'échelonnent selon la méthodologie en fait. C'est pas tellement selon la population, c'est plus selon la méthodologie. Entre 5 et 10%, jusqu'à 25-30% pour les données les plus optimistes. Donc une situation qu'on pourrait, sans faire trop d'emphase, quand même qualifier d'assez catastrophique. À partir du moment où on sait que les traitements marchent, bien sûr. Alors, il y a un autre problème qui est la technique de prise du traitement. Autrefois, ça c'est des appareils d'inhalation qui datent pour certains de plus d'un siècle, on avait des appareils d'inhalation qui n'étaient pas forcément technologiquement très avancés, par définition. Donc évidemment, on pouvait se dire, ouais, c'est difficile de prendre ces trucs-là, c'est encombrant, ça sent mauvais, enfin bon, plein de défauts, donc on s'en sert pas. Maintenant, on a des traitements, c'est des exemples pris d'une manière totalement arbitraire ici, on a des traitements qui sont dans des dispositifs technologiquement beaucoup plus fiables, mais qui nécessitent toujours une compétence du patient. Il n'y en a aucun qui soit parfait, c'est-à-dire qui envoie son traitement, son agent pharmacologique là où il faut, sans que le patient ait aucune participation qui soit requise. Et donc finalement, on voit bien que la limite de tout ça, c'est le facteur humain. C'est les patients, bien sûr. Vous voyez ici une masse de gens. Ces gens sont tous différents les uns des autres. Et le problème, c'est qu'ils vont tous faire des erreurs, quasi, avec leur traitement. Pas forcément les mêmes, mais ils vont faire des erreurs. Donc ça, c'est les patients. En tant que soignant, on a un peu souvent tendance, on entend souvent accuser les patients. Ils font n'importe quoi, ne comprennent rien, enfin bon. Et le problème, c'est très gentil de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, c'est toujours plus facile. En fait, la faute ne vient pas des patients, elle vient des soignants, ou du système, qui n'est pas capable, en l'état actuel, de proposer des moyens de suivi, de motivation, d'éducation, sans rentrer forcément dans l'éducation thérapeutique au sens très formel du terme, mais le fait est qu'on n'arrive pas, et ça c'est à la fois soignant et système de santé, on n'arrive pas à accompagner nos patients d'une manière suffisamment satisfaisante, qui prennent leur traitement comme il faut et en bénéficient comme il faudrait. Alors, face à tout ça, la médecine connectée, ça c'est très très à la mode, mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Et elle peut certainement nous apporter beaucoup de choses, mais pour nous apporter beaucoup de choses, il faut qu'on sache l'utiliser comme il faut. La technologie est là, il faut qu'on sache construire autour ce qui permettra qu'elle soit efficace. Il y a un potentiel technologique qui maintenant est énorme. On sait
merci de le souligner. On sait que ce potentiel technologique est sous-utilisé à l'heure actuelle, parce qu'on peut faire énormément de choses, mais pour l'instant, on est un peu balbutiant encore. Donc il faut qu'on apprenne, nous. Il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Pour apprendre, il faut qu'on expérimente. On ne peut pas balancer des moyens technologiques comme ça dans la nature et dire aux gens, maintenant, débrouillez-vous. Il faut qu'on leur construise quelque chose autour. Évidemment, comme dans tout projet de recherche, d'expérimentation, si on veut que ça fonctionne, il faut poser les bonnes questions et se doter des bons outils pour répondre aux questions. Alors, quelques perspectives, il y en a sûrement d'autres. Les dispositifs d'inhalation, bien sûr. Ça nous permet de suivre si le patient prend le traitement, mais après, on ne veut pas non plus être le gendarme de Guignol, hein. C'est pas le but. Et ça nous permet de savoir s'il le prend bien aussi. Ça, c'est très important. Potentiellement, dans l'avenir, la machine, la technologie pourra dire il a pris son traitement et en plus, il l'a bien pris. Donc ça pourra dire au patient c'est bon, le traitement, il a été là où il faut, vous allez avoir un bénéfice. Ça va nous permettre de savoir quel est l'environnement du patient, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres patients qui prennent le traitement autour de lui? Et comme disait Stéphane, est-ce qu'il y a des espèces de clusters de patients qui tout à coup se mettent à prendre plein de traitements parce qu'ils ont des symptômes, et en même temps on voit que les pollens sont en train d'augmenter, il y a des orages ou que sais-je, ou la pollution, le diesel pour être à la mode. Donc l'environnement autour du patient, et ça nous donnera des données épidémiologiques extrêmement précieuses. On va pouvoir savoir comment le patient prend le traitement, qu'est-ce qui se passe autour de lui et comment il va, globalement. Est-ce que tout va bien, ou est-ce qu'au contraire, il est en train de se détériorer? On a plein de possibilités de capteurs, on a plein de possibilités d'applications où le patient peut renseigner des données sur son état de santé. Donc ça, c'est les données. Le problème, c'est que toutes ces données, ça fait une quantité énorme. Donc il faut les analyser, il faut les collecter, il faut les analyser, et il faut en faire une synthèse. Il faut qu'on puisse donner un résultat pratique. Si on veut que les gens, que ce soit les patients ou les soignants, s'approprient ça, il faut que ça leur propose des solutions qui leur soient utiles. Pas seulement de leur dire ce qui se passe, mais de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Et ce qu'il faut qu'ils fassent, il faut leur dire gentiment quand même. Une fois de plus, le but n'est pas d'être le gendarme de la santé. Et pour pouvoir leur dire, proposer les solutions aux patients, aux soignants, il faut avoir des algorithmes de traitement des données, idéalement qui apprennent progressivement, parce que les données vont s'engranger. Donc il va falloir que les algorithmes puissent évoluer en temps quasi réel pour être efficaces. Et donc ça, c'est tout le concept de traitement des données massives ou des big data et du machine learning, de l'intelligence artificielle dont on parle énormément ces temps-ci. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est un document que j'ai trouvé en préparant ça, qui a été produit par un groupe qui s'appelle Asthma UK, qui est un groupe qui a été créé à l'initiative du NHS au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas forcément un modèle sur tous les plans en termes de système de santé, mais ça, c'est le genre de choses qu'ils savent assez bien faire. Et donc, ils ont essayé de faire la synthèse de ce que je viens de vous dire, et de voir ce que la connectique ou la médecine connectée peut proposer. Alors, je donne quelques exemples. Surveiller ce qui se passe et dire aux patients ce qui se passe. Proposer des plans d'action, c'est-à-dire que le patient, ça va le guider dans la façon dont il doit réagir à un événement. Par exemple, lui dire, attention, il y a un pic de crise d'asthme autour de vous parce qu'il y a un pic de particules fines, pour être à la mode. Soyez vigilants. Donc une sorte d'alerte. Il commence à prendre son traitement de secours. Attention, ça fait 3 jours que vous en prenez, il faudrait prendre des corticoïdes oraux. Un exemple aussi. Donc soutenir l'observance. Ça peut aussi être un outil de réseautage, c'est pas un joli terme, je ne sais plus comment on dit ça. Communautaire. Voilà, en bon français. Ça peut être connecté bien sûr à des réseaux sociaux, à des échangeurs de données entre patients. Et donc c'est vraiment un point extrêmement important dans tout le concept actuel de la médecine participative. Vous savez, la médecine 4P, préventive, personnalisée, prédictive et participative. Le côté participatif est quelque chose qui maintenant est mis très en avant pour essayer d'améliorer le devenir des patients. Et puis bon, il y a plein d'autres possibilités finalement. Le champ des possibles est vraiment très étendu. Ce qu'il faut pour ça, et ça c'est le problème, c'est qu'il y a toujours un facteur humain derrière. Et ça, on ne va pas s'en débarrasser tant qu'on sera là.
il faut qu'on ait un patient, ce que les Anglais appellent engagé. Il faut qu'il soit impliqué lui-même dans sa prise en charge. Il faut qu'il y croie, il faut qu'il ait envie, sinon ça ne marchera pas. Et le problème, c'est qu'il ne va pas faire ça tout seul. Il faut que le clinicien, lui aussi, le soignant, de manière générale, soit lui aussi engagé. Et il faut que le système de santé soit engagé. Un patient tout seul avec le meilleur dispositif de la Terre, s'il n'a pas quelqu'un soignant qui l'aide et qui le motive, et s'il n'y a pas un système de santé qui soutient tout ça, ça ne va pas marcher. Mais après, il faut bien commencer quelque part. On ne va pas avoir tout de suite tous les soignants hyper motivés, un système de santé qui offre ça à tout le monde, et tout le monde est content. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut commencer par engager des patients et démontrer que pour eux, ça peut être quelque chose d'utile, ce qui, sur le papier, est certainement le cas. Maintenant, il faut en faire la démonstration. Ouais, j'ai débordé, c'est terrible. Donc, conclusion, contrôle de l'asthme très insuffisant. Et ça a des conséquences médicales, humaines, économiques. Je ne vous ai pas parlé du fardeau, comme on dit, en termes de dépenses de santé, mais il est très important. Donc, contrôle très insuffisant, alors que le bon contrôle est possible dans la très grande majorité des cas. On a des cibles pour essayer de changer ce décalage, l'observance, la technique d'inhalation, les comportements de santé dans leur ensemble, et puis la gestion des événements. Là, j'ai mis la gestion des pertes de contrôle, des exacerbations. Ce n'est pas seulement la gestion, c'est aussi la prévention, ou la prévention quand il commence à y avoir quelque chose, éviter la dégradation. Les dispositifs connectés peuvent avoir un apport gigantesque dans tout ça. J'ai mis là, tout est possible. Peut-être pas tout, mais beaucoup, en tout cas. Le problème, c'est que tout reste à faire, d'une certaine manière. Tout reste à faire parce qu'on a maintenant la technologie qui permet énormément de choses. Il faut qu'on apprenne, nous, à l'utiliser. Et à l'utiliser à bon escient. Et donc, il faut construire des modèles autour de la technologie pour faire le lien, finalement, entre le patient, qui est l'objectif final, qu'il aille mieux, et ce que permet la technologie. Et je vous remercie de votre attention. Et je rends la parole à Christine. Tout à fait. Tu peux retourner votre Non, je ne veux pas t'en priver, je vais mettre là. Merci Nicolas donc, pour cette intervention brillante. Donc vous voyez bien que le numérique, on est au pied de la marche. Il va falloir qu'on franchisse ce pas. Et puis tous ensemble, donc les médecins, les soignants, effectivement. Et donc s'il ne faut pas rejeter la faute sur le patient, ça fait une bonne transition avec Madame Christine Roland, donc de l'association Asthme Allergie pour devenir patient acteur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Christine Roland, directrice de l'association Asthme Allergie. Donc l'association Asthme Allergie existe depuis un certain nombre d'années, on va dire 25 ans peut-être, et a la particularité de regrouper à la fois des patients et des soignants. Soignants au sens large, des médecins, des infirmières, des kinés, psychologues, voilà, toutes les personnes qui interviennent autour d'un patient asthmatique. Alors, effectivement, devenir patient-acteur, je pense que c'est vraiment un enjeu. Alors, attendez, il faut juste que je prenne la bonne. Celle-ci, d'accord. C'est vraiment un enjeu aujourd'hui. On a tous, et c'est une bonne chose, une espérance de vie qui s'améliore. Hein, je crois que ce sont des données qu'on retrouve un petit peu partout dans la littérature. Les progrès médicaux ont été énormes. Le système de santé, bon an, mal an, était très performant. Il est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais néanmoins, on a quand même une prise en charge qui reste correcte. Et eh bien, cette espérance de vie, ça a quand même aussi des conséquences. On a de plus en plus de maladies qui se développent sur le temps. On a la maladie chronique qui est quand même aujourd'hui un fardeau réel pour la société. On a à peu près une quinzaine de millions de personnes atteintes de maladies chroniques en France. Donc la maladie chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un traitement qui peut être à vie, qui va durer des semaines, des mois, des années. C'est ça la maladie chronique. Et
quand on est patient, avant d'être patient, on est un individu normal qui n'est pas malade. Le jour où la maladie arrive, eh bien, il faut l'intégrer, cette maladie. Et la notion de chronicité également, elle est extrêmement difficile à intégrer. Parce qu'il faut faire d'abord le deuil de la bonne santé. Vous étiez en bonne santé, puis brusquement, voilà, il y a un truc qui vous tombe dessus, vous ne pouvez plus agir comme vous aviez l'habitude d'agir. Et la plupart du temps aussi, quand cette maladie vous tombe dessus, vous n'avez aucune connaissance particulière. Vous avez plein d'idées reçues, de fausses croyances. Moi, j'ai eu le cas avec ma maman qui est devenue asthmatique à 74 ans. Dire, ah bon, on peut devenir asthmatique à 74 ans? Eh ben oui. Et quand elle a eu son diagnostic, première chose qu'elle m'a dite, c'est mais enfin, l'asthme, ça ne touche que les enfants. Bon, pourtant, elle avait sa fille qui. Enfin bref, ça veut dire que j'ai mal communiqué. Mais voilà, ça a été sa première réaction. Puis après, ah oui, mais alors attends, les médicaments, il va falloir que je prenne ça tous les jours. Et puis ah bon, alors, je disais, mais tu sais, il faut absolument que tu renforces un petit peu ton traitement si tu sens qu'une crise arrive. Oui, mais c'est quoi une crise? Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une crise d'asthme. Simplement, à un moment, je me retrouve sans pouvoir respirer et être obligée d'appeler le SAMU ou les pompiers. Et ça a été ça, son expérience. Donc, c'est compliqué. Et on a de plus en plus de personnes atteintes de maladies chroniques. Nicolas Roche le disait tout à l'heure aussi. Le nombre d'asthmatiques, malheureusement, ne diminue pas. Il semble augmenter. Vraiment avec parfois des prévalences quand même qui sont extrêmement importantes, parce que oui, on est entre 6 et 7% chez l'adulte. Chez l'enfant, sur certaines tranches d'âge, on a des chiffres qui sont considérables. C'est 12 à 15% des enfants. Donc, toutes ces personnes-là, il va falloir les aider, les aider. Et puis, les aider, alors les aider comment? Effectivement, le référent essentiel numéro 1, c'est le médecin. Et il faut vraiment le laisser aussi au centre, vraiment au cœur du système, parce que c'est l'intervenant auquel les patients font le plus confiance, c'est le médecin. Donc il a un rôle évidemment en dehors je dirais du diagnostic, de la prescription, mais il a un rôle aussi d'accompagnement, d'aide et d'écoute qui est essentiel. Or, le temps médical n'est pas extensible et quand on parle aujourd'hui du médecin traitant, ce temps médical, il a même plutôt tendance à se raccourcir. Donc, malheureusement, c'est un peu difficile pour les patients là, d'avoir une écoute suffisante. Et puis on n'a pas d'offre réelle en éducation thérapeutique. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, sans parler d'une éducation thérapeutique telle que décrite par la loi, qui est quand même quelque chose d'assez lourd et d'assez compliqué, on pourrait peut-être avoir des systèmes intermédiaires qui permettraient quand même aux patients d'avoir des centres ressources ou d'avoir un accompagnement, même si on ne parle pas d'éducation thérapeutique, qui les aide à mieux gérer leur maladie et à mieux gérer tout ce qu'ils doivent faire. Parce que quand on prend un patient asthmatique, qu'est-ce qu'on lui demande à ce patient asthmatique? On lui demande de prendre un traitement tous les jours, d'avoir un suivi médical régulier pour éviter les suivis, les recours aux soins en urgence. Éventuellement, s'il doit mesurer son souffle pour le suivi de sa maladie, c'est de savoir utiliser un PicFlow, vous savez, le petit appareil de mesure qui déjà lui-même n'est pas si simple que ça à utiliser. On peut mettre le doigt sur le curseur, par exemple. Bon, évidemment, s'il fume, on dit « Ah ben, non, attends, il faut arrêter de fumer. Là. » Oui, bien sûr, il faut arrêter de fumer. C'est évident à dire. Ah oui, puis alors vous faites un petit peu d'asthme d'effort, là. Ah, surtout, vous n'oubliez pas de prendre votre bronchodilatateur juste avant d'aller courir ou quand vous avez un effort à faire. Ah oui, alors quand il y a de la pollution, non, ça c'est pas bon pour vous. Donc surtout, alors il faut absolument que vous fassiez de l'exercice
physique, faites du sport, parce que c'est bon, mais alors pas pendant les pics de pollution. Bon, d'accord. Il faut éviter aussi tout ce qui va être polluant, irritant à l'intérieur de la maison. Faire très attention aux produits ménagers tout en veillant à garder un bon ménage, une bonne hygiène à l'intérieur de la maison. Éviter effectivement les conditions météo défavorables parce que vous avez des asthmatiques qui ne supportent pas le froid. Apprendre à diminuer son stress, donc en gérant, savoir gérer les conflits, savoir se relaxer. Enfin, déjà, hein, ça fait pas mal. Bon, savoir reconnaître évidemment les signes annonciateurs de la crise et savoir quoi faire à ce moment-là pour l'éviter, ou la traiter si on n'a pas réussi à l'éviter. Avoir toujours ses médicaments sur soi. Ne pas oublier effectivement aussi son traitement lorsqu'on part en voyage. Et bien entendu, last but not least, utiliser correctement son inhalateur. Hein, qui lui aussi, théoriquement, se fait en plusieurs étapes qui nécessitent un apprentissage. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à retenir, à apprendre et à comprendre pour un patient. Puis en plus de ça, il est quand même aussi dans un environnement complexe. Parce que si on prend une personne asthmatique, voilà, au cours de sa vie, elle va être confrontée à un certain nombre de professionnels. On ne va pas tous les détailler, mais entre le pédiatre, le médecin généraliste, le pneumologue, l'hôpital, l'infirmière, l'école, la médecine du travail, éventuellement le psychologue, les urgences, le pharmacien qui devrait avoir un rôle clé d'accompagnement, au moins dans l'utilisation des médicaments. Hein, si déjà il pouvait redonner une explication sur la différence entre traitement de fond et traitement de crise, et s'assurer que le patient sait utiliser correctement son dispositif, on ferait déjà un grand pas. Et puis à côté de ça, le patient, il a aussi ses propres croyances, il a aussi son vécu, hein, et souvent les croyances et le vécu sont très liés. Et puis il a des influences, alors il a des influences externes, de l'industrie pharmaceutique qui communique, qui fait beaucoup de campagnes grand public. Il va aller chercher aussi les informations sur Internet, parce que ça c'est quand même une source d'informations qui est de plus en plus utilisée, mais le problème c'est que sur Internet, aussi on trouve des choses extrêmement contradictoires. Il suffit de prendre Forum Doctissimo, vous allez trouver des choses très bien, et puis des choses qui sont complètement fausses et qui entretiennent des croyances et des idées reçues. Et puis il y a les associations qui tentent d'aider ces patients. Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, les problèmes d'observance, c'est pas uniquement la faute du patient. Hein. Quand on le voit évoluer dans ce type d'environnement, c'est quand même pas très facile. Donc, comme je le disais, le référent se doit d'être le médecin. Et la relation médecin-patient est vraiment fondamentale. Bon, le problème, c'est que, en effet, les patients ont parfois des difficultés d'accès aux soins. Le parcours de soins d'un patient asthmatique est loin d'être optimal. Quand il a eu le diagnostic, et parfois il faut du temps pour avoir ce diagnostic correct, par un médecin généraliste notamment, il n'est que très rarement adressé à un pneumologue, alors que ça devrait être systématique, pour bénéficier d'examens du souffle complet, les explorations fonctionnelles respiratoires. On a un taux de personnes asthmatiques extrêmement faible qui ont bénéficié de ces EFR. Or, ça doit être la règle. C'est la règle, théoriquement, dans les recommandations internationales. Les patients asthmatiques doivent avoir des EFR. Bon, on est assez loin de cette réalité, malheureusement. Et c'est vrai aussi que lorsqu'on a des
nous, on recueille pas mal de verbatim de patients qui disent qu'ils ont des difficultés à obtenir des rendez-vous avec un pneumologue. Voilà, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Et les patients parfois se sentent un peu quand même un petit peu isolés. On a fait une enquête assez récente sur justement le parcours de soins des personnes asthmatiques. Et ce qui est amusant, c'est que les répondants étaient essentiellement des personnes souffrant d'asthme sévère. Enfin, alors, en tout cas, probablement un asthme assez difficile à contrôler, pas très bien contrôlé, etc. Et dans les verbatim recueillis, cette impression d'être isolé, d'être abandonné, de ne pas être compris, également que l'asthme n'est pas suffisamment pris au sérieux, revenait beaucoup. Hein. Cette notion que l'asthme, finalement aujourd'hui, l'asthme, c'est beaucoup trop banalisé. Voilà, on a de l'asthme, oui, bon, voilà, tout le monde est asthmatique, tout le monde a des problèmes, tout le monde ceci, oh, c'est la pollution, ah. Bref, c'est pas considéré comme une maladie sérieuse. Et ça, c'est extrêmement difficile à supporter de la part, pour les personnes qui en sont atteintes et qui ont une qualité de vie qui est altérée. Et c'est vrai que si cette prise en charge n'est pas optimale, eh bien malheureusement, il y a des conséquences. Et les conséquences, on les connaît tous. Hein, c'est-à-dire qu'un asthmatique va faire davantage de crises, il va risquer plus d'hospitalisation, un absentéisme professionnel, et puis une qualité de vie complètement altérée, avec une limitation des activités. Et chez ces personnes-là, l'asthme devient un véritable fardeau. Alors que, comme on le disait tout à l'heure, si les traitements étaient bien prescrits, bien pris, les techniques bien assimilées, je pense que cette qualité de vie serait totalement transformée. Alors, les nouvelles technologies, puisque c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, ça peut bien évidemment être une aide qui peut être tout à fait pertinente et intéressante pour des patients qui, au lieu d'être passifs dans leur traitement, alors traitement là aussi au sens large, hein, c'est pas uniquement la prise des médicaments, c'est le suivi médical régulier, c'est le suivi des différents conseils. Au lieu d'être passif, eh bien, devient acteur, mais devient véritablement le centre de cette prise en charge. Jusqu'à présent, finalement, on était plus centré sur le médecin que sur le patient. Donc, ces nouvelles technologies permettent quand même de changer et d'inverser la situation. Participer activement, c'est important. Alors, peut-être pas tous les patients. Je crois qu'il faut aussi raison garder. L'apport des nouvelles technologies est formidable, mais après, il y a des patients qui ne sont absolument pas partants ou désireux d'utiliser ces nouvelles technologies. Donc ça, il faut savoir le respecter aussi. Mais néanmoins, pour ceux qui ont cette appétence, voilà, ça peut être un vrai moteur. Et ça peut permettre aussi de casser cette sensation d'isolement, hein, et d'abandon. Parce que ça permet une vraie relation et une vraie connexion. Ça doit pouvoir aussi aider les médecins à personnaliser le suivi. Hein, c'est ce qu'on espère, en étant plus attentif au cas par cas. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un asthme, il y a des asthmatiques. Et ça, on l'oublie
on l'oublie très souvent, et c'est vrai que les traitements passent dans la routine, voilà, c'est tel type de médicaments qui sont prescrits, et puis voilà, non. On a un besoin quand même de personnalisation un petit peu plus importante, pour permettre aussi une meilleure relation entre le médecin et le patient. Et puis, voilà, des dispositifs connectés vont permettre aussi de recueillir des informations vraiment utiles par rapport aux facteurs aggravants notamment. Et cette géolocalisation est intéressante, alors bien entendu pour des études, etc., mais aussi pour le patient lui-même, à qui ça va permettre de faire toucher du doigt peut-être des choses qu'il n'aurait peut-être pas aussi bien comprises sans avoir les données en question. Voilà ce que je souhaitais vous dire, et je vous remercie. Merci Christine donc pour cet éclairage effectivement du point de vue du patient, comme tu as vu cette diapositive avec le patient au centre, un peu toutes ces interactions-là avec beaucoup de gens différents, beaucoup de professionnels différents. Et c'est vrai que l'ajout d'une surcouche numérique va être bénéfique à certains, puis pour d'autres, ce sera peut-être vécu comme une contrainte aussi. En tout cas, voilà, ces données-là, ça peut apporter des choses, et Bruno va nous dire dans quelle mesure. Alors Bruno, on l'entend beaucoup sur les médias aussi. Moi, chaque fois que je tousse le matin, je t'entends à la radio juste après. Donc tu vas... Ça te fait quelque chose Oui, je me sens mieux. T'arrêtes de penser. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en fait, je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui ont déjà été dits, mais rapidement, et d'abord sur le contrôle de l'asthme. On a vu que le contrôle était mauvais. Mais l'intérêt de cette enquête, c'était le regard croisé entre celui du patient et celui du professionnel de santé. Non seulement le médecin, mais aussi les professionnels de santé, comme le pharmacien, etc. Est-ce que l'asthme est contrôlé? Et vous voyez qu'il y a une disparité. En vert, ce sont les médecins qui disent que 18% est un contrôle de l'asthme, et les patients disent 48%. Donc il y a quand même une discordance entre l'appréciation du vécu, mais par contre, ils se retrouvent sur les asthmes complètement non contrôlés. Vous voyez que là, ils se retrouvent un petit peu sur ce diagnostic. Mais il y a une discordance dans l'appréciation, en fait, de l'asthme. Alors, contrôlé, donc l'asthme n'est pas bien contrôlé, insuffisamment contrôlé de façon générale. Pourquoi? Devant un asthme non contrôlé, on va se poser un certain nombre de questions. La première, c'est est-ce que c'est vraiment un asthme? Bon, on est d'accord. Après, est-ce que le patient prend son traitement? C'est l'observance. S'il le prend, est-ce qu'il le prend correctement? Et ça, on sait que plus d'un patient sur deux ne prend pas correctement son traitement. Donc il y a un problème justement d'information. On peut parler d'éducation du patient à prendre correctement son traitement. Et donc, ce sont les éléments. Après, on va chercher d'autres causes éventuellement de non-contrôle de l'asthme, comme par exemple une atteinte ORL, par exemple la reflux gastro-œsophagien, etc. Mais le premier point, c'est est-ce que c'est de l'asthme vraiment, et puis est-ce qu'il prend vraiment son traitement? Donc on va tomber sur l'observance. Et donc, la diapositive suivante, c'est l'observance appréciée par le médecin et par le malade. Et vous voyez que pour les patients, 47% disent qu'ils prennent leur traitement tous les jours, alors que les médecins pensent qu'ils le prennent dans 64% des cas. Donc vous voyez une discordance entre les deux. 54% des patients prennent leur traitement uniquement quand ils ne se sentent pas bien. On leur explique qu'il faut un traitement de fond, mais en général, ils arrêtent quand ça va bien, puis ils reprennent quand ça ne va pas bien. Et ça, vous avez des médecins, moi j'en connais, qui sont asthmatiques et qui font exactement ça. On aura beau leur expliquer, et eux, ils expliquent aux patients comment il faut faire, mais c'est vraiment une tendance naturelle à faire ça. 28% des soignants pensent qu'ils le prennent uniquement quand ils vont pas bien. Donc, vous voyez, il y a encore une fois une discordance importante. Les traitements sont difficiles à supporter au quotidien. C'est le fait qu'effectivement, une maladie chronique, c'est difficile à accepter, surtout pour un sujet jeune, et qu'il y a un déni qui fait qu'en fait, on ne va pas suivre son traitement de façon régulière. Et puis enfin, c'est difficile d'apprécier l'observance. C'est vraiment sur ce que va nous dire le patient. Alors, il y a des techniques qui existent d'interrogatoire pour savoir si, l'interrogatoire de recueil d'informations, il faut être politiquement correct maintenant, donc c'est le recueil d'informations,
et qui permettent de savoir si le patient prend non correctement son traitement. La prise correcte du traitement, ça c'est un autre sujet, mais qu'on a aussi discuté avec Capa Santé. Donc l'observance, comment on peut améliorer l'observance? Il y a plusieurs façons d'améliorer l'observance. C'est soit de faire de l'éducation thérapeutique, soit d'avoir un dispositif connecté ou quelque chose qui vous permet de tracer la prise du médicament et qui vous permet de rappeler en fait au patient le fait qu'il faut prendre son médicament. Et puis, il y a le fait de proposer des traitements plus simples à utiliser. Et donc là, c'est une méta-analyse qui a été publiée en avril 2017 par la Fondation Cochrane et qui montre qu'avec l'éducation thérapeutique ou avec des dispositifs de surveillance, entre guillemets, de rappel, eh bien, on a une amélioration de 20% à peu près de l'observance. Ce n'est que de 4% quand on propose un traitement simplifié. Et dans leurs conclusions, les auteurs de cette méta-analyse disent qu'il y a même un certain nombre de biais dans ces études. On ne sait pas exactement, par exemple, l'éducation thérapeutique. Souvent, on est confronté au fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le programme d'éducation thérapeutique. Donc, c'est difficile à juger et il y a éventuellement un certain nombre de biais. J'ai quand même sélectionné une étude randomisée dans laquelle ils ont utilisé des dispositifs. Vous voyez les dispositifs ici. On fait mieux depuis, mais là, ces dispositifs n'étaient pas connectés. D'accord? C'est un dispositif qui rappelle en fait au patient de prendre son médicament. S'il n'a pas pris le médicament dans les 6 heures qui suivent l'heure prévue de la prise, et là, ça sonne pendant 5 secondes, toutes les minutes pendant 15 minutes. D'accord? C'est sympa. Et ça peut sonner, mais c'est une sonnerie, ça peut être de la musique, etc. On peut choisir le thème du rappel. Et donc, c'était 2 groupes qui étaient randomisés, qui ont été suivis pendant 1 an et vus tous les 3 mois. Et donc, dans le groupe d'intervention, où effectivement il y avait ce dispositif, tous les 3 mois, on revoyait, parce que la machine pouvait redonner au médecin le suivi, l'observance en fait, de la prise du médicament. Et donc, on pouvait discuter avec le patient, de, pourquoi ça ne s'est pas bien passé là, mais ça serait mieux de le prendre, pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Et puis, on avait une idée de l'observance. Et vous voyez qu'ici, dans ce cas-là, où il y avait l'intervention, on a une observance qui se maintient, qui n'est pas de 100%, qui est d'ordre de 70%, mais qui se maintient tout au long de l'année. Alors que dans le groupe B, où on leur donnait le dispositif, mais il n'y avait pas de rappel, il n'y avait pas de discussion sur les données au bout de 3 mois, eh bien, il y a une diminution progressive, on arrive à, grosso modo, 50% d'observance. Donc une différence significative entre les deux. Le fait de rappeler le traitement et de discuter de l'observance permet d'améliorer l'observance elle-même. Et puis ça a des conséquences cliniques, parce que c'est bien d'améliorer l'observance, parce que ça a des conséquences cliniques. Et effectivement, ça avait des conséquences sur la prise de corticoïdes oraux, la conséquence sur les admissions hospitalières de façon significative. Donc en améliorant l'observance, on améliore aussi des éléments cliniques importants. Donc on fait mieux depuis, parce que maintenant on peut connecter directement à son smartphone et enregistrer en fait la date, l'heure de la prise. Et puis on a aussi une idée du lieu. Et le point, c'est que la qualité de l'air qui nous environne est important et particulièrement important pour les asthmatiques. Et donc je voulais vous parler en fait d'une étude anglaise qui a été faite à Londres, et qui a été publiée dans New England en 2007. En fait, on s'est intéressé à 2 groupes d'asthmatiques légers et modérés. Vous voyez qu'il y a une trentaine de patients dans chaque groupe, et on les a fait marcher pendant 2 heures, soit dans Hyde Park, soit dans Oxford Street. Dans Oxford Street, c'est plein de bus, de taxis, de diesel, et donc vous avez toutes des grandes bouffées de diesel. Vous avez ici ce qu'ils ont mesuré en PM2,5, en nanoparticules, en NO2, et vous voyez qu'il n'y a pas photo avec Hyde Park, où là par contre c'est la verdure, il n'y a pas de verdure, tout va bien. D'accord ? Et ils ont mesuré la fonction respiratoire dans ces 2 groupes et des marqueurs en fait d'inflammation. Dans le groupe qui avait marché dans Oxford Street, il y avait une diminution significative au bout de 2 heures. Je ne parle pas de pic de pollution. Ils vont faire leur course, entre guillemets. Donc, Oxford Street, il y avait tout un appareillage derrière aussi avec la mesure de tous ces polluants. Mais il y a une diminution significative de leur fonction respiratoire au bout de 2 heures. Ce qui n'était pas le cas pour ceux qui avaient marché pendant 2 heures dans Hyde Park. Et donc ça a été encore rediscuté par Chung ici à l'ERS
séjour dernier à Milan. Ils ont continué ces études avec des sujets contrôle. Il se passe des choses intéressantes chez les sujets contrôle, des sujets qui ont d'autres maladies respiratoires. Et effectivement, le fait de marcher pendant 2 heures dans Oxford Street n'est pas bon pour la respiration, entre autres. Et aussi pour le système cardiovasculaire. Donc c'est important de savoir ce qui se passe, dans quel lieu ça se passe, et on retombe sur l'intérêt de la géolocalisation pour ces patients. Donc si on regarde ce qui se passe actuellement, en fait on voit le patient une première fois, et puis ensuite il va vivre sa vie, et là on ne sait pas ce qui se passe. Il va prendre les médicaments effectivement quand il n'a pas envie, ou il va suivre effectivement ce que vous lui dites de faire, ou bien il arrête complètement les médicaments. Est-ce qu'il suit? Est-ce qu'il prend le médicament? Est-ce qu'il va se promener dans des lieux qui sont particulièrement pollués ou riches en allergènes? Qui peut être amusant. Il peut aussi aller se promener dans Hyde Park, et être allergique à quelque chose dans Hyde Park, et puis à ce moment-là prendre ses médicaments. Donc c'est aussi intéressant de savoir dans quelles circonstances il prend ces médicaments. Donc maintenant on peut imaginer un schéma où en fait le sujet avec ses objets connectés divers va être en relation avec son smartphone. Et donc, ce smartphone peut, et c'est ça l'intérêt de cette flèche rouge, peut interagir avec lui. Dans l'étude que je vous ai montrée, c'est 3 mois, au bout de 3 mois, on discute. Là, c'est en permanence. C'est comme vous ne dînez pas dans la journée. Hein. Bravo, vous avez réussi. Et donc, on peut là aussi avoir des interactions et des algorithmes qui sont intégrés dans le smartphone qui vont donner des informations au patient de façon à l'encourager ou à lui dire attention, là, vous prenez un risque parce que le traitement n'a pas été pris. Donc ça, c'est un point intéressant. Et puis, ces données peuvent être mises dans le nuage et puis revenir vers le médecin. Il lui peut aussi interagir directement, s'il y a une alerte, par exemple, appeler le patient en disant attention, il y a quelque chose qui se passe. Ça devient la télémédecine, la téléconsultation. C'est un peu différent parce que ça engage aussi des responsabilités de la part du médecin qui a l'information. C'est un autre domaine intéressant aussi de cette révolution des objets connectés. Et puis, il verra la consultation, et là, ils pourront discuter des différentes données qui ont été collectées. Donc, vous voyez, les dispositifs connectés, ça permet de s'intégrer dans un système de soins et de changer les relations entre le patient, sa maladie, et puis les soignants. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bruno. Effectivement, alors je pense qu'on a complètement dépassé le timing, mais les interventions sont vraiment très intéressantes. Les Anglais, finalement, il n'y a pas qu'en pop rock qui sont bons. Il y a le fait de générer des études vraiment intéressantes. Alors, vous avez vu un peu voilà, les problèmes qu'on rencontre dans l'asthme, ce qu'il faut améliorer, et donc en quoi les objets connectés vont permettre, du moins on l'espère, d'apporter des éléments de réponse. Alors Adèle Mebarki va vous présenter vraiment maintenant l'objet, on va le faire circuler, et l'application qui est couplée donc, à cet objet. Adèle, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je vais plus vous parler à partir de ce contexte-là qu'on a tous identifié à travers le point de vue du patient, le point de vue des professionnels de santé et le contexte épidémiologique. Et je vais plus vous parler de la solution que nous avons développée et en quoi elle répond à ces problématiques que nous avons identifiées depuis ce matin. Donc, mon intervention va se décomposer en 2 parties. Une première partie sur l'objet, comment ça fonctionne, quelles sont les caractéristiques techniques, et une deuxième partie sur l'application et comment l'application va améliorer le quotidien des patients. Donc, si on s'arrête rapidement sur l'objet, donc comme vous pouvez le constater, en fait, ce n'est pas un inhalateur complet qui est connecté, c'est un dispositif qu'on plug au niveau de l'inhalateur qui va permettre de connecter l'inhalateur qui est déjà présent sur le marché. Donc l'idée, c'est qu'on a un petit bouton en dessous, donc à chaque prise de traitement, le petit bouton s'actionne et donc on récupère l'information, tel patient a pris son traitement. Là, vous voyez, il y a une partie souple en fait à l'avant de l'inhalateur. La partie souple a un intérêt très important pour nous, dans le sens où un des premiers objectifs qu'on a eu en développant ce produit-là, c'est vraiment l'universalité. L'objectif pour nous, c'est que ce produit, cet objet, puisse s'adapter à l'ensemble des inhalateurs type aérosol doseur présents aujourd'hui et qui sont à disposition des patients. Donc la partie souple va permettre à la fois d'adapter l'objet
à la forme de l'inhalateur, mais aussi à devenir ferme une fois que l'inhalateur est chaussé. Et donc, permet de bien garder l'inhalateur collé au dispositif. Il y a un élément qui est un enjeu vraiment pour les objets connectés, qui est très important, à la fois pour nous, mais pour le secteur d'activité en général, c'est la notion de recharge et de batterie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'objets connectés type l'Apple Watch ou d'autres types d'objets qui demandent à l'utilisateur ou au patient, de manière générale, de recharger cet objet tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, ce qui devient assez contraignant, surtout quand on entend qu'on va, dans un avenir plus ou moins proche, être submergé d'objets connectés dans notre quotidien, ce qui devient assez contraignant. Donc au final, nous, on a intégré une pile, on a essayé d'optimiser le circuit électronique à l'intérieur qui soit le moins gourmand en termes d'énergie. En fait, on a une pile aujourd'hui qui permet à un patient d'utiliser Connecting pendant 1 an en toute autonomie, donc sans avoir la contrainte de recharger tous les jours le dispositif. Un dernier point qui est assez central dans le développement, c'est la sécurité. On sait que c'est un enjeu pour l'ensemble des objets connectés aujourd'hui. On a deux aspects de sécurité qui sont très importants. C'est que déjà, que ce soit les données qui sont hébergées par l'objet sur l'application ou sur nos serveurs, l'ensemble de ces données-là sont chiffrées. De même, le protocole de transmission d'informations entre l'objet et l'application utilise un protocole de transmission propriétaire. C'est nous qui l'avons customisé pour que ça suive à la fois les standards, mais que ça soit un peu différent, de sorte à ce que quelqu'un de malveillant n'ait pas la facilité de hacker en fait, cette transmission d'informations. Donc, sur la partie objet, on a terminé. Par contre, là, je vais plus vous parler de l'usage et du service qu'on apporte aux patients et comment ces usages-là peuvent améliorer le quotidien des patients. Donc, il y a 3 familles en fait, de fonctionnalités qu'on offre, enfin 2 familles de fonctionnalités qu'on offre aujourd'hui dans le cadre de Connecting. Il y a une partie suivie du patient. On va voir ce que ça comporte. Une partie vraiment communautaire, donc vraiment dans l'idée de créer ce que nous appelons une intelligence pulmonaire collective. Et je vais essayer de vous donner un aperçu par rapport à aujourd'hui les services qu'on propose, ce qu'on pourrait et ce qu'on veut proposer dans un avenir plus ou moins proche. Donc on a beaucoup parlé des crises depuis ce matin. Donc à chaque fois qu'un patient a une crise, prend son traitement de secours. Et donc on va avoir l'information, il a pris ce traitement à tel endroit, à tel moment. Première information, on va déjà commencer par contextualiser la crise. Donc, en fait, on va corréler cette information avec les données environnementales, donc pollution, pollen, météo, pour essayer de contextualiser l'environnement du patient au moment de sa crise. À partir de là, le patient a la possibilité aussi de nous donner des informations plus fines sur son contexte, ce qu'on ne peut pas forcément récupérer comme données automatiquement. Typiquement, est-ce qu'il est allergique au chat et est-ce qu'au moment de sa crise, il y avait un chat près de lui. Donc au final, à partir du moment où on a l'ensemble des informations, il a en fait une fiche d'une crise avec un résumé de son environnement au moment de cette crise. Naturellement, on garde un historique pour qu'il ait la visibilité sur toutes ces crises et il peut regarder pour essayer de comprendre est-ce que c'est plus tel pollen, tel polluant ou d'autres causes pour lesquelles il est plus sensible et qui amènent cette crise d'asthme. Après, il y a une autre problématique que nous traitons aussi, c'est que parfois un patient asthmatique, ou d'ailleurs un citoyen lambda, peut se balader et rentrer dans une zone où il va se sentir agressé d'un point de vue environnemental, se sentir moins bien, il va avoir un inconfort respiratoire. Pour autant, ça ne demande pas le déclenchement ou la prise de son traitement. Dans ce cas-là, on appelle ça, nous, des ZIR, des zones d'inconfort respiratoire. Le patient peut déclarer une zone d'inconfort respiratoire. Et je vais revenir sur ces parties-là dans l'aspect communautaire pour que ça soit un peu plus clair tout à l'heure. Naturellement, une fonctionnalité très simple, mais qui est quand même d'intérêt, c'est la gestion de l'urgence. Parfois, un patient peut arriver dans une exacerbation tellement importante qu'il lui est difficile de prendre en charge l'urgence. Donc il y a une fonctionnalité SOS qui permet très rapidement de solliciter le système d'urgence. Enfin, il y a la partie, alors ce que nous appelons OMI, qui est en fait une fonctionnalité pour dire où est mon inhalateur. On a une grosse équipe marketing. Oui. J'en fais partie.
En fait, le principe est très simple, c'est-à-dire que comme le boîtier est connecté à l'application, on va avoir un système de chaud-froid qui va vous dire votre boîtier est plus ou moins à 2 mètres, 3 mètres, etc., donc au mètre près. Et vous pouvez, une fois que vous êtes assez proche de l'inhalateur, vous pouvez le faire sonner. Donc pour faciliter le fait de retrouver son inhalateur. On a beaucoup parlé d'intelligence, on a beaucoup parlé d'accompagnement du patient. Il y a une partie notification, accompagnement clair, sur un certain nombre de sujets. Donc déjà, sur les zones d'inconfort respiratoire, l'idée c'est un peu d'accompagner le patient dans sa mobilité. Donc, typiquement, si vous allez vous balader au but de Chaumont et qu'on a un cluster de patients qui vont déclarer que c'est une zone d'inconfort respiratoire qu'ils ont rencontré, on va notifier un patient qui va arriver dans cette zone en lui spécifiant que cette zone est une zone d'inconfort respiratoire et peut avoir un impact sur ces... On a parlé d'observance, on a vu que uniquement le rappel, qui n'est pas très compliqué d'un point de vue technique, c'est très simple de faire ce genre de choses, mais uniquement rappeler au patient de prendre son traitement peut améliorer l'observance. Là, c'est vraiment une mise en application de ce principe. Le patient, quand il s'inscrit sur l'application, il renseigne un certain nombre d'informations, que ce soit sa maladie, son traitement de fond et de crise. Et il a la possibilité, ou pas, selon son choix, d'être notifié, de lui rappeler qu'il faut qu'il prenne son médicament selon ses prescriptions médicamenteuses. Enfin, une fonctionnalité qui nous touche tous en tant que citoyens, c'est les pics de pollution et l'information. Donc l'objectif, c'est à chaque épisode de pollution, notifier et informer le patient et le citoyen en règle générale sur la qualité de l'air et l'événement de pic de pollution qu'il est en train de rencontrer. Il y a un élément qui est assez central, c'est qu'aujourd'hui, toutes les fonctionnalités qui ne dépendent pas de l'objet sont disponibles gratuitement à travers l'application. Vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store et vous avez accès à toutes ces informations qui touchent à la fois les patients asthmatiques, mais aussi un citoyen lambda qui est touché par la pollution de l'air et la qualité de l'air en règle générale. Donc, toutes ces informations nous permettent de construire un dashboard, un résumé en fait, de l'activité. C'est un peu pour lutter contre cette boîte noire que le professionnel de santé rencontre entre la première consultation et la deuxième consultation. L'objectif, c'est de résumer l'activité du patient, donc que ça soit les différentes crises, est-ce que c'est plus le jour, est-ce que c'est plus la nuit, quels sont les taux de pollution moyens, entre guillemets, sur les différentes crises, etc., pour essayer d'améliorer et de donner une meilleure visibilité aux professionnels de santé quant au quotidien de son patient. Donc pour cette fonctionnalité, il y a deux manières de le faire. Soit le patient a la possibilité de générer un PDF qu'il peut imprimer et amener directement au professionnel de santé lors d'une consultation, par exemple, soit avec l'accord du médecin, potentiellement ajouter l'adresse mail de son médecin sur l'application et il sera notifié selon une fréquence qu'ils détermineront ensemble avec un rapport de l'activité du patient. Donc là aussi, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans les pratiques et de permettre de garder cette relation de proximité entre le professionnel de santé et le patient pour essayer d'avoir une prise en charge la plus optimale selon les spécificités de chacun. Donc sur la partie communautaire, beaucoup nous appellent le Waze asthmatique par rapport à cette map collaborative. Donc là, je ne vous ai pas mis beaucoup d'images, etc. Mais là, l'idée, c'est juste qu'on récupère toutes les données autour de la pollution, du pollen et de la météo. Et donc ces informations-là, on les réaffiche au patient. Donc au-delà du fait de lui redonner l'information brute que sont les données environnementales, on ajoute aussi l'aspect communautaire à travers les crises d'asthme et les IR. Je m'explique. À chaque fois qu'un patient va avoir une crise d'asthme ou va déclarer une zone d'inconfort respiratoire, cette information va être partagée avec l'ensemble de la communauté. L'objectif est que le patient, en lançant son application, il a une visibilité selon son trajet, selon l'endroit où il va, selon ce qu'il veut avoir comme information, une visibilité par rapport aux autres crises et aux autres inconforts respiratoires que d'autres patients comme lui ont pu rencontrer. Naturellement, on peut filtrer, parce qu'à un certain moment, beaucoup d'informations affichées, ça devient très vite illisible pour le patient. Donc il peut afficher les informations d'intérêt. Ça peut être le pollen, ça peut être les polluants, etc. Encore sur cette notion de communauté active,
collective et unie, on a cette notion de j'ai oublié mon inhalateur, j'ai une crise, j'en ai besoin. À travers l'application, je peux notifier la communauté qui m'entoure et qui a naturellement un traitement similaire, du fait de pouvoir partager son inhalateur et donc essayer d'aider l'autre patient. Donc là, on a parlé aujourd'hui de ce qui est la solution Connecting aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, de big data, de machine learning. Notre objectif, c'est d'aller plus loin dans la contextualisation du patient et de mieux comprendre son environnement. Donc pour ça, je vais vous donner 3 exemples de fonctionnalités que nous sommes en train de développer. Si on prend l'activité physique, donc comme disait Madame Roland, on peut faire du sport, mais pas en prenant un pic de pollution. Selon les caractéristiques physiologiques de la personne et sa pathologie, on fait du sport d'une certaine manière ou non. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner le patient sur ces problématiques quotidiennes qu'il peut avoir. En parallèle, on peut imaginer aussi intégrer des données d'objets connectés, type des podomètres, etc., et de centraliser ces informations sur le dashboard pour le professionnel de santé. L'idée, encore une fois, c'est de donner une visibilité la plus claire pour le professionnel de santé dans la prise en charge de son patient. Dans le même esprit, aujourd'hui, on accompagne le patient sur sa mobilité à travers des notifications. Demain, on pourrait imaginer proposer des trajets les moins agressifs d'un point de vue environnemental pour essayer d'optimiser en fait sa mobilité et avoir le moins d'impact sur ses problématiques respiratoires. Et enfin, aujourd'hui, on a le contexte environnemental extérieur. Demain, nous voudrions intégrer des données issues de capteurs de pollution intérieure pour avoir le contexte global du patient, que ce soit à la maison ou en déplacement extérieur. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Adèle. Donc j'espère qu'on ne participera pas à la transmission de l'herpès labial par le partage d'inhalateurs. On va prévoir la lingette qui va avec. Voilà. Donc on en a fini avec ces interventions. Donc pour vous dire aussi que on va lancer le produit par un crowdfunding la semaine prochaine, le 20 septembre, c'est bien ça, sur la plateforme Indiegogo. Donc on va tous acheter un connecteur prototype pour effectivement lancer la commercialisation. On vous a remis des dossiers de presse, là on va ouvrir la séance de questions. Et juste avant, donc j'aimerais remercier les intervenants. C'était vraiment une session très intéressante, passionnante. Remercier aussi l'équipe Capcode. Ce sont des jeunes gens brillants qui travaillent sans compter leur temps donc sur ces projets-là. Donc merci et surtout bravo. Et puis nos partenaires, donc International Scale ici, qui a beaucoup amélioré notre interface. Comme vous avez vu, mais c'est magnifique. C'est une belle couleur orange, en plus à laquelle je suis très sensible. Donc tout va bien de ce côté-là. Et puis notre agence de communication, c'est Loma Communication, qui a organisé cette conférence de presse. On peut ouvrir une séance de questions si vous avez des questions particulières. Et juste avant ça, aussi vous allez voir qu'on a virtualisé le dossier de presse. On l'a mis uniquement de façon numérique, pour une raison simple, c'est qu'on est extrêmement sensible à la reforestation. Alors, après des arbres. Et donc, si tu peux nous en dire quelques mots, Nafi. Donc, comme Capcode est très engagé dans la préservation de l'environnement, dans la lutte contre la déforestation qui accentue la pollution, donc on a décidé de digitaliser les dossiers de presse, donc donner uniquement des clés. Pour vous remercier d'être aujourd'hui présent, vous trouverez un code de plantation d'arbres. Vous avez un lien d'un site de l'un de nos partenaires. Vous pouvez vous rendre avec le code et planter un arbre dans l'un des projets de notre partenaire. Merci, Nafi. Donc, désolé pour ces débordements. Merci d'être venu écouter ces aventures. Et puis, on espère vous tenir au courant de nos prochaines étapes et des prochaines aventures qui viendront sur ce sujet.
Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.